Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire le bilan de mon portefeuille d'actions comme au début de chaque mois. Donc on va regarder un petit peu comment il a évolué et puis quel est aussi l'achat que j'ai fait puisque j'ai acheté une nouvelle action ce mois-ci. Et comme d'hab, en fin de vidéo on regardera où en est ma performance annuelle long terme pour voir si je suis toujours devant le S&P 500. Donc déjà le nouvel achat je l'ai fait sur le deuxième compte titre, je rappelle que j'en ai un pour mon compte titre individuel et mon compte titre d'entreprise. Donc d'abord regardons comment a évolué le premier. Donc sur celui-là j'ai pas fait de mouvement, j'ai rien investi. Donc déjà, ça a été un excellent mois pour mon portefeuille. Il est passé celui-là de 62 000 à 69 400 juste en un mois. Et au niveau des positions, donc j'ai le petit screen ici qui correspond au mois dernier, donc au moment où j'ai fait la dernière vidéo, donc début septembre. Et au niveau des positions, donc on a toujours Meta qui est ma première position, donc qui est passé de 510 $ à 575 $. Donc Meta, je suis toujours positif pour le long terme. Après là, la performance, elle est tellement exceptionnelle depuis 2023 que je m'attends à ce qu'à un moment donné, Mister Market me mette un croche-pied. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est une position que je garde telle qu'elle en ce moment, donc j'en rachète pas parce que je trouve pas que ce soit spécialement une affaire en ce moment. Mais je vends pas non plus, puisqu'elle n'est pas extrêmement surévaluée, à mon avis, et que je reste confiant sur le très long terme, mais je vends vraiment au minimum, voire jamais. Ensuite, on a Alibaba qui est redevenu ma deuxième plus grosse position. Et là, ça a beaucoup bougé. Le mois dernier, était à 82, maintenant à 111. J'étais à 180 € de plus-value, et là, en un mois, je suis passé à 4370 de plus-value dessus. Donc une grosse partie de ma plus-value latente du mois que j'ai gagné, c'est via Alibaba. Et pour l'instant, je trouve toujours qu'Alibaba est sous-évalué, donc je touche à rien sur cette position. Et j'espère que ce moment va continuer et que le sentiment sur la Chine va enfin s'inverser. Ensuite, on a Fortinet. Fortinet, ça n'a pas trop bougé, c'était 77,29, là on est à 76,78. Donc rien de spécial à noter, pareil, j'ai pas touché la position à ce prix-là. Et ensuite on a Booking, Booking qui était à 3856, qui maintenant est à 4111, voilà, toujours 3 actions. Et d'ailleurs action que je trouve toujours à un prix correct par rapport à sa qualité et à sa croissance. Donc voilà pour l'update sur ce portefeuille. Donc maintenant on va passer sur le deuxième du coup pour voir l'action que j'ai achetée. Et puis on reviendra sur celui-là pour regarder la performance à la fin de la vidéo. Donc nous voilà sur le deuxième compte titre. Alors pour l'achat que j'avais fait un petit sondage sur l'onglet communauté sur YouTube pour vous demander ce que vous pensiez que j'avais acheté. Et le nom qui est revenu le plus souvent de très loin, c'est Google, Alphabet. Et il se trouve que ce n'est pas Alphabet que j'ai acheté. La raison, en fait, j'ai un peu hésité, mais je dirais que la raison principale, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un énorme consensus, en fait, comme si c'était trop évident. J'ai l'impression que toutes les vidéos YouTube d'investissement qui m'étaient recommandées, c'était il faut acheter Google. Pareil sur Twitter, je voyais que ça, et ça a allumé mes warnings. Je me suis dit, c'est louche, les meilleurs investissements, c'est quand il y a énormément d'incertitudes et que personne n'en veut. Là, il y avait tel consensus sur le fait qu'il faut acheter Google que je me suis dit, j'attends pour voir. Donc on verra, peut-être que je regretterai. Et je la trouvais pas non plus sous-évaluée au point que ça me paraisse une évidence. Donc voilà, c'est pas... Et puis je préfère aussi l'achat que j'ai fait, donc... Voilà pourquoi j'ai pas acheté Google. On verra si l'avenir me fait regretter ou pas. Et l'achat que j'ai fait, donc il y en a qu'on trouvait, il y en a 2 ou 3 qu'on trouvait, c'est Medpace Holding, MEDP. Et là dans cette vidéo je vais détailler 2-3 éléments de ce qu'ils font et pourquoi j'ai acheté. Mais pour ceux qui veulent tout le détail, je vous ai fait un résumé de toutes les raisons pour lesquelles j'ai acheté l'action. Et vous pouvez télécharger le PDF en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc dedans j'ai mis ce qu'ils font précisément, comment ils sont payés, quelles sont leurs spécialisations, la croissance du marché, qualité financière, valorisation, moat, management, et s'il y a des super investors qui ont acheté l'action. Donc voilà, première description. Donc en gros, Medpace, c'est ce qu'on appelle un CRO. Donc concrètement, quand tu as une entreprise pharmaceutique ou biotech qui ont besoin de faire des essais cliniques pour sortir un nouveau médicament ou vaccin, ils doivent passer par des CRO, donc c'est des boîtes qui sont là pour faire justement les essais cliniques. Et un gros avantage que je vois d'investir dans des CRO plutôt que dans des pharma, et encore plus que d'investir dans des biotech, c'est que la biotech par exemple, pour gagner de l'argent, elle a besoin que le médicament il sorte, qu'il passe la phase 1, la phase 2, la phase 3, donc que tous les essais soient concluants et qu'ils puissent être commercialisés. Alors que les CRO, ils s'en foutent, Si le médicament, il atteint que la phase 1, ils seront payés pour la phase 1. S'il atteint la phase 2, ils seront payés pour la phase 2. S'il atteint la phase 3, ils seront payés pour la phase 3. Donc Medpace, ils sont payés pour tous les essais. Que le médicament, à la fin, il aboutisse ou pas, ils s'en fichent complètement. Donc je trouve ça quand même beaucoup moins hasardeux, C'est moins la loterie. Tant qu'on n'aura pas soigné toutes les maladies et qu'il y aura besoin de faire des essais, des recherches pour des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins, je pense que c'est un secteur qui devrait bien se porter. Donc voilà, en gros, pour ce qu'ils font.
Au niveau des chiffres, on va regarder Medpace, les fondamentaux. Ici, on voit qu'ils ont choisi de se spécialiser dans des segments bien spécifiques. J'ai plus détaillé ça dans le PDF. Il y a l'oncologie, c'est tout ce qui est cancer, maladies métaboliques, cardiovasculaires, etc. Donc, au niveau des chiffres, donc c'est une boîte qui remplit tous mes critères qu'on pouvait trouver dans l'onglet Super Stocks ici. Donc mes 6 critères de qualité, c'est d'abord la croissance annuelle du chiffre d'affaires. Donc c'est le type de courbe que j'aime, une croissance régulière long terme, de 20% par an en moyenne sur les 5 dernières années et pareil sur les 10 dernières années, avec 30% de croissance en 2023, 28% en 2022. Donc croissance très rapide du chiffre d'affaires. Ensuite la croissance du free cash flow. Donc ce qui reste quand on prend le chiffre d'affaires et qu'on enlève les dépenses, c'est à peu près pareil. C'est plus élevé sur 5 ans, ça l'est moins sur 10 ans. Ensuite, troisième critère, le ROCE pour évaluer la qualité de l'allocation du capital du management. Et ça permet aussi d'avoir une idée du potentiel, en tout cas de croissance de l'entreprise. Donc 37% en moyenne sur 5 ans, donc c'est très très élevé. Il y a eu un pic en 2022-2023 à autour des 60%. Mais même si on exclut ce pic-là, avant on était déjà à 20%, ce qui est très bien, je cherche du supérieur à 15%. Et toutes les boîtes que j'ai en portefeuille sont au moins à 20%. Et il y a quelques personnes qui m'avaient demandé comment est-ce que je calculais mon ROCE. Donc j'ai rajouté un petit peu l'info ici. En fait, j'utilise pas la formule de base qui est EBIT, donc Earnings Before Interest and Taxes, divisé par le Capital Employed. Je fais en fait un cash Return on Capital Employed qui est plus précis pour juger de la qualité de l'entreprise. Donc je remplace simplement l'EBIT par le free cash flow. Voilà, c'est tout, c'est free cash flow divisé par capital employed au lieu de EBIT sur capital employed. Pour ceux qui se posaient la question. Ensuite, je regarde le niveau de dette. Donc j'investis que dans des boîtes qui sont pas endettées. Et ils ne le sont pas du tout. Ils peuvent rembourser en moins 0,26 ans. Ça veut dire qu'ils ont plus de cash que de dette. On peut le vérifier en allant dans le bilan. Donc, dans le bilan, tout en bas, on a ici le total de la dette, 153 millions. Là. Et le cash total, c'est 510 millions ici, d'ailleurs en augmentation. Et donc, on soustrait total de la dette moins le cash, on arrive à la dette nette, donc de moins 357 millions. Donc ça veut bien dire qu'il y a un surplus de cash de 357 millions, donc voilà, zéro dette. Donc c'est parfait. Ensuite, cinquième critère, c'est l'évolution du nombre d'actions. Je veux que l'entreprise ne dilue pas les actionnaires en augmentant le nombre d'actions, ce qui concrètement, ça réduit la performance. La métrique qui est la plus liée à ta performance finale, c'est le free cash flow par action. Mais si tu as le dénominateur, donc le nombre d'actions qui augmente, ça fait un free cash flow par action qui va croître moins vite que ce qui pourrait. Donc, Medpace, ils font le contraire, ils ont racheté 14% de leurs actions sur les 5 dernières années, donc le nombre d'actions diminue. Et on voit que depuis au moins 2015, ils ont jamais dilué leurs actionnaires. Donc, ça me va. Et dernier critère, c'est la marge du free cash flow, qui est de 22,3% en moyenne sur 5 ans, et c'est assez stable au-dessus des 20%. Et je recherche des marges qui sont minimum de 10%, donc pareil, ça rentre dans mes critères. Donc voilà, les métriques financières, elles sont excellentes, très bonne qualité parce qu'il y a un ROCE élevé, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de dilution, il y a des marges élevées, et puis très forte croissance. Et pareil dans le PDF, j'ai mis plus d'éléments de pourquoi je pense que cette croissance, elle peut continuer, même si elle ralentit un petit peu, mais en tout cas, continuer à bien croître à long terme, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour ça. Et ensuite on va regarder un petit peu la valorisation. Il y a eu un autre élément aussi, c'est que le CEO actuel, c'est toujours le fondateur, depuis il a fondé ça en 92, je crois, et il possède encore à peu près 24% de la boîte, donc ça veut dire que ses intérêts sont alignés avec les nôtres, puisqu'il est actionnaire et qu'il doit avoir la totalité de sa fortune dedans. Et en plus 24% c'est élevé, c'est rare de voir ça, c'est une boîte qui vaut aujourd'hui 10 milliards. Voilà, donc ça voudrait dire qu'il aurait 2,5 milliards dedans. Donc il y a ça. Ah oui, juste avant la valorisation, j'oubliais. J'ai aussi vu que François Rochon avait l'action en portefeuille. Donc ça rend un petit peu plus confiant. Si je regarde ici. En plus, maintenant, c'est une position assez grosse dans son portefeuille quand même. 3,27%, sachant que la plus grosse, c'est 8,33%. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se gêner à s'inspirer des portefeuilles des super investors, parce que eux, on sait qu'ils ont fait le travail, ils ont fait beaucoup plus le travail que moi. Donc quand on voit un investisseur comme ça qui fait un investissement et qu'on est capable de comprendre pourquoi, par contre je le ferai pas si je comprends pas pourquoi il a acheté et que je suis pas d'accord avec lui, en tout cas avec les informations que j'ai. Mais voilà, si je comprends complètement, faut en profiter. Je pense, voilà,
et il reste la valorisation. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire à quel prix je l'avais acheté. Donc j'ai acheté en 2 fois. Première fois à 333, deuxième fois à 324. Et j'ai acheté après 2 grosses baisses, et les 2 fois, la cause de la baisse, c'était un analyste qui passe l'action de achat à conserver. Et ça, c'est vraiment les informations auxquelles j'accorde aucune attention, aucune crédibilité. Enfin, je vois ça justement comme des opportunités. Bizarrement, quand j'ai acheté Meta en 2022, tous les jours, Interactive Brokers, ils m'envoyaient un mail pour me dire que plus l'action baissait, plus les analystes y passaient de achat à hold ou même à vendre. Donc voilà, faut bien avoir conscience que eux, leur but, c'est juste garder leur travail. Ils vont très rarement prendre le risque d'être à contre-courant, donc maintenant je le prends même comme un signal inverse. Donc voilà, pour mes estimations ici, donc on part du free cash flow par action le plus récent, donc des 12 derniers mois, 15,75 $. Et j'ai vu que le prix actuel, il était justifié pour à peu près 8% de croissance par an, et 20 fois le free cash flow, et en prenant en plus une marge de sécurité sur la performance, donc pour 13% minimum, 335 $, donc ça me paraît être des estimations plutôt pas trop optimistes, donc je pense que j'ai un peu de marge de sécurité avec ça. Donc voilà, je trouvais que l'action là était pas très chère. D'ailleurs, si on regarde juste le multiple, comment il a évolué, ils ont eu un pic en 2021 comme beaucoup de boîtes à 33 fois le free cash flow. En 2022, là où pour le coup il y avait beaucoup d'actions de bonne qualité qui étaient pas chères, ils étaient à 19,6 fois le free cash flow, et aujourd'hui on est à peu près à ce niveau-là. Donc l'action aujourd'hui elle est valorisée comme en 2022, alors que le S&P dans son ensemble est passé de 19 fois les bénéfices à 29 fois aujourd'hui. Donc voilà, il y a un décalage entre les deux. Donc voilà les raisons pour lesquelles je trouvais que l'action était pas très chère en ce moment. Donc si on revient maintenant sur le portefeuille, donc pour l'instant c'est ma plus petite position, hein, j'ai 5000 $ dessus, donc voilà, on verra comment ça se passe. Ensuite, Booking, elle était déjà présente dans l'autre compte titre, donc pas besoin de détailler. Et puis Visa, qui est passé de 280 $ à 277,5, en passant je crois par un plus haut historique, il me semble que dans le mois elle a dépassé les 290. Et ensuite, il y a eu l'histoire d'un procès pour comportement monopolistique, c'est un truc du genre. Mais ça, j'ai l'impression que si on veut investir dans les meilleures boîtes et qui vont le mieux performer pendant le plus longtemps possible, bah, je pense que c'est un risque que je dois accepter, donc je m'en occupe pas trop. Parce que si on veut éviter ce risque, ça veut dire qu'on va volontairement se couper de toutes les meilleures boîtes, et je pense pas que ce soit une meilleure idée. Donc voilà, c'est un risque que j'accepte, je pense pas que ça va mener très loin de toute façon. Si le cours de l'action était allé plus bas, j'en aurais racheté. Donc voilà pour Visa. Et donc, il nous reste à regarder où en est ma performance. Nous y voilà donc depuis la création de ce portefeuille, c'est-à-dire le 31 janvier 2022, donc ça va bientôt faire 3 ans que j'investis. Le S&P 500 a une performance de 10,33% par an. Et mon portefeuille a une performance de 24,21% par an. Donc là, j'ai eu un mois vraiment explosif. Enfin, j'ai même enchaîné 2 mois, 2 excellents mois niveau perf. On voit ici le détail mois par mois. On voit qu'en août, le S&P a fait plus 2,28, moi j'ai fait 9,49. Et en septembre, il a fait plus 2,02 et j'ai fait plus 10,11. Donc c'est ce qui a creusé l'écart. Bon, j'espère que ça va continuer. Parce que le mois dernier, j'étais déjà à 2 fois la perf du S&P, ça devait être 10 et 20 ou 9, 18, un truc comme ça. Et là, l'écart s'est creusé parce que c'est presque 2,5 fois la perf. On le voit bien sur ce graphique là qui montre là la performance cumulative, donc totale. On voit bien que là, l'écart il s'est creusé en août-septembre. Donc pour l'instant, ça continue à très bien se passer, c'est même au-dessus de mes attentes. Et puis, pour terminer cette vidéo, si vous voulez analyser vos actions avec Graham, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses, avec tous les documents financiers, les transcripts sur les dernières années, l'onglet de qualité qu'on a vu tout à l'heure, la valorisation, la page qui liste toutes les actions qui rassemblent mes 6 critères, la page Super Investors pour s'inspirer des portefeuilles des meilleurs investisseurs, la page watchlist, et puis la communauté privée, vous avez le lien en description. D'ailleurs, communauté privée grâce à laquelle j'ai découvert MedPace. C'est d'ailleurs le tout premier membre de Graham qui m'a fait connaître l'action. Donc voilà, vous avez ça, et puis aussi le lien pour recevoir mon résumé des raisons pour lesquelles j'ai acheté MedPace. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!